février 1912, à 8 heures du matin, le tailleur autrichien Reichelt se prépare à expérimenter, du haut du premier étage de la Tour Eiffel, son dispositif d'homme volant. À 8h05, il se jette dans le vide. Il fait un trou de 14 cm dans le sol. À lui, aux milliers d'autres qui sont morts en rêvant de voler, nous dédions cette série. Aujourd'hui, ce jeune champion de vol libre, Alain Ivinec, est redevenu Icare. Icare, le premier homme volant, dit la légende. Cela se passait en Crète il y a très très longtemps. Icare était prisonnier avec son père, Dédale, dans le labyrinthe, gardé par le féroce Minotaure. Pour s'évader, ils imaginèrent de relier à leurs bras de grandes ailes de plumes fixées par de la cire. Icare, grisé par la joie du vol, monta trop haut dans le ciel, l'imprudent. Le soleil fit fondre la cire, Icare fut précipité dans la mer. Dédale, lui, ne pensant qu'à son évasion, réussit à planer jusqu'à la liberté. Et voilà, en ces temps mythologiques, comment naquit l'aviation, avec son premier pilote et sa première victime. Et toute cette enfance de l'aviation est marquée par ce rêve, voler. Mais comment faire? L'homme est si pâteau sur la terre. De tout temps, la première idée sera toujours imiter l'oiseau. Que d'efforts pathétiques, que d'inventions plus baroques les unes que les autres. Que d'inventeurs fous ou moins fous. L'histoire a oublié leur nom. Le premier dont l'histoire se souvienne, c'est un grand peintre qui se voulait ingénieur, Léonard de Vinci. Son imagination était inépuisable. Il dessina d'étranges objets volants, à partir d'études sur l'oiseau ou la chauve-souris. Des dessins et des maquettes conservés au musée du Clos Lucé sur la Loire par un jeune amateur, Jean Saint-Brie. Voilà une étrange machine. Vous remarquez que les ailes sont dessinées par la chauve-souris, toujours, inspirées de la chauve-souris. Et c'est un système d'ailes à vol battant. Léonard s'est dit, si l'oiseau arrive à voler en battant des ailes, pourquoi pas l'homme? Et alors vous voyez que cette machine, l'homme est étendu à plat ventre, avec ses mains, il élève, par un système de courroies et de poulies, il élève les ailes et d'un coup de pied bien sec, il les abaisse. Un bricoleur anglais a essayé, avant-guerre, de reconstituer cet appareil de 1495. Voici le résultat. Léonard de Vinci n'avait pas trouvé la solution. Après lui, 3 expériences assez étonnantes. Le premier, c'est un jésuite. Il invente un petit bateau, 4 boules de cuivre. Il imagine que si on fait le vide à l'intérieur, on va faire élever le bateau. Il a une voile, il a des rames en forme de voile également, et il espère se déplacer. Une des premières idées d'engin plus léger que l'air par Francesco Lana, jésuite à Brescia, en Italie, 1670. On en revient pourtant vite à l'imitation de l'oiseau, avec Beignet, un serrurier de Sablé dans la Sarthe, 1678. Avec le marquis de Bacqueville, il plane au-dessus de la Seine et s'écrase sur un bateau lavoir, 1742. Et voici qu'à Versailles, le roi Louis XVI va assister à un drôle de spectacle. La démonstration d'un engin entièrement nouveau. On ne parle que de ça à la cour. C'est en papier, dit-on. C'est impossible. Mais si, ce sont des fabricants de papier qui ont construit ça. Ils s'appellent comment? Les frères Montgolfier. La montgolfière, véritablement, c'est une nouveauté extraordinaire. Exactement comme celle-ci, rien de très différent. C'est un ballon sous lequel on fait chauffer de l'air, et comme vous savez que l'air chaud est plus léger que l'air froid, on s'élève comme ça avec. Pour cette première royale, les frères Montgolfier ont préféré envoyer en l'air un mouton, un coq et un canard qui redescendront sains et saufs. Alors pourquoi pas des hommes?
Il y a 2 volontaires pour le premier voyage aérien de l'histoire. Ces 2 téméraires s'appellent Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande. Ils arrivent, leur ballon est prêt, c'est au château de la Muette. Toute la foule de Paris est là, émue. Le ballon est prêt. Ils emportent la paille qu'il leur faut et la laine qu'il leur faut pour le brûler. Et Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande vont faire comme moi. Ils montent dans ce ballon. Ils sentent une force ascensionnelle, comme ici exactement. Ils remettent de la paille, nous brûlons du but à gaz. Eux mettent de la paille, lâchez tout. Et voilà qu'ils sont partis au-dessus de Paris. Les voilà partis au-dessus de Paris. La foule est absolument immobile, ils sont absolument terrifiés, fascinés. Et le marquis d'Arlande se dit, mais bon, pourquoi sont-ils comme ça? Il sort son mouchoir blanc, il fait des grands gestes avec son mouchoir blanc, et il voit la foule qui se met à bouger. Et il est fasciné, il la regarde. Ce regard émerveillé de Pilâtre de Rosiers et du marquis d'Arlande, les premiers hommes qui voient la terre du ciel, des milliers d'autres aéronautes vont la voir après eux. Mais ce qui naît ce jour-là, ce n'est pas l'aviation, c'est autre chose, une autre histoire, celle des ballons, des dirigeables, l'histoire du plus léger que l'air. Tout le 19e siècle en sera imprégné de cette histoire. Rappelez-vous, 5 semaines en ballon. Mais le cher Jules Verne rêvait aussi au plus lourd que l'air. Robur le Conquérant veut dominer le monde avec le premier vaisseau aérien. Voler, quel effort prodigieux, tout au long du 19e siècle, vers l'engin piloté, le plus lourd que l'air. C'est le siècle des machines, et ce qu'il faut trouver, c'est la machine volante. Toutes ces recherches, le musée de l'air de Paris en garde les plans, les maquettes, les modèles réduits, souvent très étranges. L'Ariel, de l'anglais William Henson, il fait avancer les idées sur les structures, invente les longerons, les nervures, en 1847. Les recherches sur les formes des ailes, celle du français Félix du Temple, 1857. Celle du russe Teletchev, 1867. Celle du lieutenant Renard, qui imagine que plus il y aura d'ailes, mieux ça vaudra. L'expérience prouvera plus tard que ce n'est pas forcément vrai. Et combien de drames dans tout ça? Alphonse Pénaud, il trouve toutes les solutions. L'hélice à pas variable, le train escamotable. Personne ne l'écoute. Il se suicide à 30 ans, en 1880. Aurait-il été le premier à voler? Les Russes affirment que c'est Modjaïski le premier, en 1884, avec cet engin qu'ils ont reconstitué. Pour les Français, le premier qui est volé, c'est Adair, en 1890. C'est le premier avion au monde qui a réussi un décollage du sol avec un pilote à bord. Vous êtes affirmatif? Ah oui, ça, il n'y a absolument aucun doute. C'est un historien qui nous le confirme. Le conservateur du musée de l'air, le général Lissarag. Il a choisi le modèle de la Roussette des Indes, une chauve-souris spéciale qui lui a plu, je ne sais pour quelle raison. Et vous voyez qu'ici, on voit très bien cette membrure qui reproduit tout à fait les 5 doigts de la main, enfin les 4 doigts avec le petit pouce ici, qui se replie. Ici, derrière, c'est l'attache qui correspond à l'épaule. Et cette partie, qui a la forme un peu d'un parallélogramme, est également repliable. Alors tout ça a l'air de... On se demande si c'est sérieux ou pas. En fait, Adair était quand même un ingénieur et un mécanicien tout à fait extraordinaire. Clément Adair, c'est vrai que c'est un inventeur génial. Vous devriez penser à lui tous les jours en décrochant le combiné de votre téléphone. C'est lui qui l'a inventé. Mais c'est aussi un esprit tourmenté, brumeux, empli de fantasmes. Cette chauve-souris mécanique qu'il expérimente le 9 octobre 1890 au château d'Armainvilliers, près de Paris, en voici une maquette due à l'ingénieur Chanson. Comme le moteur à explosion n'existait pas encore, Adair avait fabriqué un petit moteur à vapeur. Une merveille de mécanique. 4 cylindres, 20 chevaux, un entourage de sécurité en terre réfractaire. Devant témoin, Adair fit un bond de 50 mètres, à quelques centimètres du sol. La maquette n'a pas fait mieux. Sept ans plus tard, en travaillant jour et nuit, Adair présente son œuvre la plus ambitieuse, un bimoteur. 2 machines à vapeur de 20 chevaux, une envergure de 16 mètres, un poids de 400 kilos seulement. Nous sommes au camp de Satory, le 14 octobre 1897. Adair est venu présenter sa machine aux militaires français et aux officiels.
Pour lui, c'est la dernière chance. Il a tout misé sur un achat par l'armée. Il dit « sera maître du monde qui sera maître de l'air ». Il donne la vapeur et les grandes hélices qui ressemblent à des plumes d'oiseaux exotiques se mettent en marche. Il est 5h15. Quelques secondes plus tard, il est dans le fossé. Il a fait un bond incontrôlé de 300 mètres. C'est insuffisant et le ministre de la Guerre refuse le projet. Aujourd'hui, la grande chauve-souris d'Adair repose dans cette cathédrale de la science qu'est le Conservatoire des Arts et Métiers. Voler, pas voler, peu importe. Il avait fait avancer les choses, lui aussi, à sa manière. Et surtout, il nous avait fait un beau cadeau, le nom de son engin. Il l'avait baptisé Avion, une trouvaille. Après Adair, en cette fin du 19e siècle, les planeurs d'Otto Lilienthal. Encore une forme étrange? Non, ne vous y trompez pas. C'est le véritable ancêtre de tous les hommes volants, comme Alain Hyvinec. Le premier qui a eu l'idée de génie de se poser la bonne question, c'est-à-dire non pas comment les oiseaux volent, mais pourquoi les oiseaux volent, c'est un Allemand, c'est Otto Lilienthal, qui, en 1891, réalise le premier appareil, qui ressemble d'ailleurs étrangement à celui-ci, qui est un appareil qui a la même surface portante, à peu près 20 mètres carrés, qui a une forme delta. Il réalise donc cet appareil à la suite des recherches qu'il a faites et de la question intelligente qu'il s'est posée, non pas comment les oiseaux volent, mais pourquoi les oiseaux volent. Et dès l'instant où il a trouvé pourquoi les oiseaux volent, surtout les oiseaux planeurs qu'il a longtemps observés, il a trouvé la réponse. Les planeurs de Lilienthal ou du franco-américain Octave Chanute amènent la mise au point d'une forme d'aile pilotable, un progrès décisif. Au moment même où arrive un autre progrès, le moteur à explosion. Les deux ensemble et l'aviation va naître. C'est l'Américain Samuel Pierpont-Langlais qui est le premier à installer un moteur à explosion sur un engin de forme déjà moderne, en 1902. Un petit moteur de 5 cylindres en étoile, mais d'une puissance de près de 50 chevaux. Langlais va expérimenter son engin le 3 octobre 1903 sur un fleuve de la côte est des États-Unis, le Potomac. Il était lancé sur une espèce de catapulte, sur le toit d'une espèce de péniche, et il partait sur le fleuve. Encore une idée un petit peu bizarre qu'avaient tous les précurseurs, de cette idée que sur l'eau on serait moins mal en cas de chute. Alors il se lançait sur le Potomac, et au sortir de la catapulte, cet appareil a piqué immédiatement du nez et tombé dans le fleuve. Bien entendu, on ne peut pas parler d'un vol. Pourtant, on était près du but. Toujours aux États-Unis, ici sur la côte atlantique, s'étaient installés au début du siècle 2 pionniers de l'aviation, les frères Wright. Ils avaient choisi une bourgade de pêcheurs, Kitty Hawk, en Caroline du Nord, parce qu'au-delà des dunes boisées, il y avait de bons terrains sablonneux, en pente, avec beaucoup de vent. Un endroit propice pour essayer des planeurs. Et ces deux industriels prospères abandonnaient pour l'hiver leur fabrique de bicyclettes de Dayton dans l'Ohio pour venir camper dans cette petite cabane. Rien n'a changé depuis 1903. Les gens qui habitaient là n'étaient pas préoccupés de confort. Ils travaillaient sans relâche, obsédés par l'inconnu, par l'énormité des problèmes à résoudre. Et si un autre trouvait avant eux la solution, ils se précipitaient avec fièvre sur toutes les publications du monde entier, toute une documentation que leur envoyait le grand Octave Chanute. Ils voulaient être les premiers à faire voler un vrai avion, avec un vrai moteur. Dans l'atelier, naissait petit à petit quelque chose d'original, de jamais vu, une forme nouvelle. Ils allaient maintenant essayer leur engin. Nous étions en décembre 1903. Wilbur Wright avait 36 ans. Il était l'aîné, mais peut-on dire le patron. Il partageait tout avec son frère Orville, 32 ans, qui avait peut-être une meilleure formation d'ingénieur. Mais mieux encore qu'une association fraternelle, c'était une équipe. Mais écoutons Orville Wright. Oui, le voici. Grâce à un jeune Américain, Heywood Howell, qui consacre sa vie à l'étude et au souvenir des Wright. Il a mis le costume d'Orville et nous dit ce qu'a dit Orville, ses propres paroles. En décembre 1903,
nous avions mis au point notre machine. Vous allez voir ce que c'était. Le voilà, notre appareil. La forme générale était déjà celle de notre planeur de 1902. La grande nouveauté, c'était le moteur. Un 4 cylindres. Ce n'était pas un très bon moteur. Il pesait 80 kg et ne produisait que 12 chevaux. Personne n'avait pu nous en fournir un meilleur. Alors, nous avions fabriqué celui-là nous-mêmes. Le radiateur à eau pour refroidir le moteur. Il ne marchait pas très bien non plus. Pour des raisons de sécurité, nous avions préféré avoir un petit réservoir d'essence. Ce cylindre-là, il contenait 2 litres. Pas de quoi voler très longtemps. Les hélices sont à l'arrière de l'avion. Elles tournent en sens inverse l'une de l'autre. Nous pensions que ça pouvait aider à stabiliser l'avion. Vous remarquez la chaîne qui faisait un 8 et qui transmettait ce mouvement inversé aux hélices. Je vais monter à bord de l'engin et vous montrer les commandes. C'est toujours le même système que nous avions inventé sur notre planeur. C'est très compliqué de monter dessus à cause de tous ces câbles, mais je vais faire de mon mieux. Comme vous pouvez le voir, il n'y avait pas de siège sur notre première machine. On allait voler couché, avec les hanches prises dans ce dispositif. Avec un mouvement très simple des hanches, on modifiait l'inclinaison des ailes, ou on faisait tourner le gouvernail de direction derrière moi. Comme ça, on pouvait incliner l'avion ou le faire aller à droite ou à gauche. Pour monter ou descendre, il fallait actionner ce levier qui commande ses plans de profondeur, là, devant moi. Le jour du vol était arrivé. Voici le rail sur lequel l'appareil devait décoller, face à un vent très fort de nord-est. Il faisait très froid ce matin-là. Il y avait des plaques de glace. Nous avons pensé remettre le vol à plus tard, attendre de meilleures conditions, mais nous avons réalisé que nous étions déjà le 17 décembre. Noël approchait. Nous devions rentrer à Dayton, passer les fêtes en famille. Alors nous avons sorti l'engin, vérifié tout. Ensuite, nous avons jeté une pièce de monnaie en l'air pour tirer au sort qui serait le premier homme à voler. J'ai gagné. Ça allait être moi. Vous voyez, c'est l'appareil sur son rail. Il devait décoller dans ce sens-là. Moi, je suis là. Juste avant de monter à bord, je vérifie très soigneusement toutes les commandes. Vous voyez mon frère Wilbur qui met l'avion en position. Nous étions aidés ce matin-là par des gens de la station locale de secours en mer, parmi lesquels M. Doe, par un jeune homme du village d'à côté, Nags Head, qui s'appelait Johnny Moore, et par mon bon ami, M. John T. Daniels, que j'avais placé là avec mon appareil de photographie. Voici la photo qu'il a prise, exactement au moment où l'appareil a décollé. Très lentement d'abord, puis prenant de la vitesse, il a couru le long du rail. Et juste à l'endroit où aujourd'hui ils ont mis cette stèle de granit, il s'est élevé dans l'air. C'était la première fois dans l'histoire du monde qu'un engin plus lourd que l'air, motorisé, transportant un pilote, avait quitté le sol, avait volé. L'âge de l'aviation avait commencé. C'était la première fois, le premier vol d'un avion, 17 décembre 1903. Ce vol historique n'avait duré que 12 secondes. La distance parcourue, 36 mètres. 20 minutes plus tard, Wilbur Wright fait un bond de 53 mètres. Hors ville ensuite, il dépasse 60 mètres. Enfin à midi, c'est le vrai grand vol par Wilbur Wright, 59 secondes, 260 mètres.
Et c'est tout pour cet avion que les Wright baptisent le Flyer, celui qui vole, un nom mérité. Mais il n'aura jamais volé que 97 secondes, en tout. Pendant les 5 années qui vont suivre, les Wright s'efforcent inlassablement d'améliorer leur machine. Et finalement, ils mettent au point le Flyer 3, beaucoup plus manœuvrable et sûr. Mais l'Amérique ne s'est guère intéressée à eux. Alors ils se tournent vers le pays où ils sont le plus célèbres, la France. En 1908, au camp d'Auvour, près du Mans, Wilbur fait une série de démonstrations du Flyer 3. Les Français, passionnés, peuvent enfin assister aux moindres détails des opérations. L'arrivée de la machine, l'installation du rail, l'installation de l'avion en équilibre sur son chariot et la mise en place de ce que les Wright considéraient comme un progrès, le contrepoids de la catapulte qui permettait au Flyer 3 de décoller. Et Wilbur Wright va réaliser une grande première, le premier vol à plus de 100 mètres d'altitude. L'année suivante, le roi Victor Emmanuel d'Italie vient en personne assister près de Rome à une démonstration de Wilbur Wright. Une nouvelle grande première, la montée à bord de l'avion, comme passager, d'un caméraman d'actualité cinématographique. Un document rarissime, les premières prises de vue aériennes. Quel cadrage! On voit au premier plan les commandes de profondeur, et plus loin, la Terre vue du ciel. Et c'est alors que les Wright apprennent avec tristesse la mort d'un très grand pionnier de l'aviation, leur ami, le capitaine Ferdinand Ferber. Ferber, on ne dira jamais assez ce qu'il a apporté à l'aviation, lui aussi. Il était comme les Wright, un disciple de Lilienthal et de Chanute. Mais surtout, ce polytechnicien avait apporté une rigueur scientifique, un sens de la recherche qui avait marqué les débuts de l'aviation en France. Depuis 1901, il volait à bord de planeurs de plus en plus perfectionnés. En 1905, il avait réalisé le premier décollage en Europe d'un aéroplane à moteur. Il est mort trop tôt, et sa gloire a été éclipsée par celle d'un personnage étonnant, un millionnaire brésilien vivant en France, Alberto Santos Dumont, le fils du roi du café. Ses exploits de constructeur et de pilote de dirigeables lui avaient valu dès 1901 une popularité incroyable. Et voici qu'en 1906, il était tenté par le plus lourd que l'air. Mais ce personnage hors série ne pouvait pas faire comme tout le monde. Son premier avion, le 14 bis, était un engin pas comme les autres. Il avait choisi une formule canard, c'est-à-dire que l'avion, que vous voyez là, vole vers nous. Ça, c'est l'avant. L'arrière, c'est là où se trouve l'hélice, c'est-à-dire le moteur est propulsif. Et lui, il se trouve dans cette espèce de panier qui est là, qui n'est autre d'ailleurs qu'une nacelle de dirigeable qu'il a transposée sur cet appareil. Et lui, il est debout là-dedans. Le 23 octobre 1906, Santos parvient à faire un bond. Le 12 novembre, il établit les 3 premiers records du monde homologués. Distance 220 mètres, durée 21 secondes, vitesse 41 km/h. Mais l'avion est épouvantablement instable. Ce n'est pas la bonne solution. Santos Dumont n'a pas du tout insisté quand il a vu qu'il n'en tirait pas mieux. Et selon son habitude, il a arrêté cet avion qui n'existe plus. Il l'a détruit, il a récupéré le moteur et tout ça. Et il a fait tout de suite une autre machine tout à fait différente, qui n'avait rien à voir avec celle-là, en pensant qu'il donnerait de meilleurs résultats. C'est la Demoiselle, un petit monoplan de 5 mètres d'envergure, 8 mètres de long, 35 chevaux. Santos s'installe aux commandes, toujours muni de son feutre légendaire. Comment tenait le feutre de Santos? Ça, c'est un des grands mystères de l'aviation. La Demoiselle, c'était une réussite. La preuve, elle vole toujours. Un peu arrangée, munie d'ailerons, mais c'est bien le même avion, reconstitué en Amérique. Pour 1907, ça n'est pas mal du tout.
Voilà ce qu'on faisait encore à l'époque. Au Danemark, le Hammer arrivait à peine à faire décoller son engin. Aussi, l'influence de Santos Dumont se fait rapidement sentir. Voici par exemple l'avion de l'Allemand Hans Grade. Il ressemble étrangement à la Demoiselle. Les années 1907-1908 sont des années de recherche partout dans le monde. Aux États-Unis apparaît le Junebug, le hanneton. Cette bestiole est l'œuvre d'une association pour les expériences aériennes, un groupe de financiers de l'État de New York qui veut enlever aux Wright leur monopole. Pour dessiner l'avion, ils se sont adressés à un jeune ingénieur, Glenn Curtis. Il veut faire une grande carrière, mais pour ce premier essai, les résultats sont plutôt moyens. Ce qui est surtout révélateur des incertitudes de l'époque dans cet avion, c'est la complexité des commandes. Jugez-en, avec celui qui va oser piloter cette machine, David Fox. Pour commander la profondeur devant l'avion et descendre ou monter, il faut pousser le volant en avant ou le tirer en arrière. Pour actionner le gouvernail derrière l'avion, il faut tourner le volant. Pour incliner l'avion à droite ou à gauche, il faut bouger les épaules comme ça. Cela manœuvre les ailerons. Les ailerons, une nouveauté encore très primitive. Quelle gymnastique! Est-ce qu'on peut vraiment piloter comme ça? Je vais essayer. Aujourd'hui, le temps n'est pas bon, ça souffle dur. Je vais peut-être pas aller haut, mais je volerai. L'avion a très peu de stabilité et se contrôle pas facilement. C'est pour ça qu'il s'appelait le hanneton, parce qu'il allait dans tous les sens, comme un insecte. C'était vraiment trop compliqué. C'est un Français, Robert Esnault-Pelterie, qui aura le premier le mérite de simplifier toutes ces commandes, en les réunissant dans un seul levier, le manche à balai, qui manœuvre l'avion vers l'avant, l'arrière et les côtés. Une découverte fondamentale qu'Esnault-Pelterie installe sur son avion, le REP, un monoplan aux lignes nouvelles. Mais tout le monde n'avance pas dans le même sens. Le décollage vertical tentera aussi les chercheurs. En France, un ingénieur de 28 ans, Louis Breguet, parviendra à faire décoller ce gyroplane, qui tient encore beaucoup plus de la moissonneuse-batteuse que de l'hélicoptère. Un autre jeune pionnier, Henri Fabre, un Marseillais, cherche, lui, à voler sur l'eau. Il invente l'hydravion en installant des flotteurs sur cette espèce de moustique. Déjà dès 1905, il y avait eu sur la scène les premiers essais d'un planeur biplan à flotteur, entraîné par un canot à moteur. Son constructeur était un Lyonnais intrépide et inventif, que les échecs n'arrêtaient pas. Il s'appelait Gabriel Voisin. Il avait 25 ans et il évoquait, voici quelques années, la vie d'un pionnier de l'époque. Nous avons connu des heures extrêmement difficiles, n'est-ce pas? Et nous avons connu la fin. Si je n'avais pas reçu d'une de mes sœurs qui habitait à la Bresse des colis fréquents dans lesquels je trouvais des victuailles, nous aurions vraiment souffert énormément de la faim. Et j'ai constaté, mon frère l'avait constaté aussi, que quand on travaille le ventre vide, on travaille mal. La pensée est difficile, l'action est à peu près impossible, n'est-ce pas? Et je persiste à croire que les grandes œuvres ne sont pas possibles quand on a le ventre vide. Cela ne l'empêche pas de continuer à travailler avec son frère Charles et de réussir un premier vol à Bagatelle le 16 mars 1907. Les frères Voisins trouvent alors un appui financier en fabriquant un appareil pour Henri Farman, un ancien champion cycliste puis coureur automobile. Farman, il a ce regard de pionnier, ce sourire et cette assurance tranquille de tous ces cow-boys d'un nouveau western, la conquête de l'air. Le
13 janvier 1908, Farman, sur l'appareil de Voisin, boucle le premier kilomètre en circuit fermé et gagne les 50 000 francs du prix Archdeacon Deutsch de la Meurthe. Un grand moment dans la vie de Gabriel Voisin. Je crois que nous nous sommes embrassés tous les deux. À ce moment-là, nous ne supposions pas une minute que nous venions d'accomplir un fait inimaginable. Ils étaient lancés. Voisin construit un avion pour un riche amateur britannique, Lord Brabazon, baron de Sandwich, qui baptise l'avion Bird of Passage, l'oiseau migrateur. Brabazon gagnera le prix du Daily Mail, 1000 livres de l'époque, offerte par le grand journal anglais pour le premier mile en circuit fermé. Les prix deviennent décidément très alléchants. Un coureur automobile connu, Maurice Tabuteau, décide d'acheter lui aussi un avion. Tabuteau, il était le dernier survivant des pilotes de cette époque. Hélas, aujourd'hui, il est mort. C'est pas de peine. J'ai vécu deux époques, la conquête de l'air et la conquête de l'espace. C'est une veine. Tout le monde n'aura pas eu cette veine que j'ai eue. Et il y a deux grandes différences dans les deux époques. La conquête de l'air a coûté très cher en vie humaine et a rapporté beaucoup d'argent aux acteurs. La conquête de l'espace n'a pas été meurtrière. Les types ont gagné aussi beaucoup d'argent. Mais ça a moins touché le public que ceux qui attendaient la conquête de l'air depuis Icare. Autrement dit, nous avons été plus près de l'homme de la rue qui rêvait de voler. Et c'est pourquoi on a distribué tellement d'argent, dont j'ai pris une pincée d'ailleurs, parce que tout le monde s'intéressait à l'aviation, je vais voler. On attendait ça depuis plus de 2000 ans. Et c'était arrivé. Un spectacle nouveau pour les hommes, ces drôles de machines. Comme ici ce Bristol Box Kite, une réplique de Farman au-dessus de la campagne anglaise. L'homme savait désormais comment monter, descendre, évoluer dans l'air, tourner autour des clochers. Tabuteau nous parle d'argent, bien sûr. Mais ceux qui, aujourd'hui, ont la chance, comme Desmond Penrose, le pilote de ce box kite, de faire voler ses engins, ne retiennent que le bonheur. Oh, I felt absolutely marvelous. Oh, c'est merveilleux, c'est ça, voler. Voler vraiment. Pas dans une boîte, dans l'air. À quoi, 50 km/h? On communie avec la nature. On est avec les oiseaux. Commune with nature, with the birds. Est-ce que c'est cela qu'éprouvaient les pionniers, comme Maurice Tabuteau? Oh, pas du tout. Moi, j'ai toujours un peu peur. Il y avait de quoi. Le premier mort de l'aviation avait été le lieutenant Selfridge en 1908 en Amérique. Il y aura 3 morts en 1909, 29 en 1910. Le progrès se paye cher, surtout en aviation. Mais rien ne l'arrête, le progrès, quand le profit s'annonce à l'horizon. Une nouvelle industrie commence à se créer. Ce sont d'abord de petits ateliers avec 3 ou 4 ouvriers à qui on demande surtout de savoir coudre ou menuiser. Des ateliers qu'on voit surgir un peu partout dans le monde, mais surtout en France, dans un milieu déjà attiré par la construction mécanique. L'aviation est née en grande partie à la Porte-Maillot. Blériot vendait des phares rue du Ray. Garros vendait des voitures grégoire avenue de la Grande Armée. Farman Henry vendait des Renault avenue de la Grande Armée. Son frère
des Renault et des Panhard, boulevard Pereire. Morane, des voitures d'occasion, boulevard Pereire. Nieuport, des voitures d'occasion un peu n'importe où. Tout ça est né un petit peu à la porte-maillot. En Amérique, c'est Glenn Curtiss qui tient maintenant le haut du pavé. Avec une joyeuse équipe de jeunes amateurs d'aviation, il construit un nouvel avion, le Curtiss Pusher, à moteur propulsif. Comme d'habitude, c'est Glenn Curtiss lui-même qui va faire le premier vol. Il est remplacé aujourd'hui par Dale Kreitz, un fermier du Wisconsin qui a consacré de longues veillées à remettre en état la machine et qui la pilote sans complexe. Curtiss est maintenant impatient de montrer aux Européens qu'il peut faire aussi bien qu'eux. Sans doute rêve-t-il de s'engager dans ce qui promet d'être l'épreuve du siècle, la traversée de la Manche. Le Daily Mail offre cette fois 25 000 francs or. Le concurrent le plus sérieux, c'est Latham et son Antoinette. Hubert Latham, 25 ans, le playboy de la belle époque. Il est riche, il est beau, il se lance avec frénésie dans tous les sports violents, la course automobile, la chasse aux grands fauves, l'aviation. Il est puissamment aidé par Léon Levavasseur, un industriel de génie qui a mis au point le premier moteur français vraiment fiable, le moteur Antoinette de 50 chevaux. Antoinette, c'est aussi le nom de l'avion, parce que la fille du financier de l'opération, Gaston Bide, s'appelle Antoinette. Début juillet 1909, Latham est prêt. Une foule de curieux l'accompagne à Sangatte, près de Calais, pour assister à la tentative. Et Latham décolle, le 17 juillet 1909, à l'aube. L'Antoinette prend son essor, longe la falaise, part au-dessus de la Manche. 10 minutes plus tard, Latham et ses espoirs sont dans l'eau. Il sera repêché ce jour-là. Latham mourra quelques années plus tard, éventré par un buffle au cours d'une chasse au Congo. Tous les espoirs des Français se reportent sur Louis Blériot, le fabricant de phares d'auto de Neuilly. Des espoirs bien minces, à vrai dire. Bien peu parieraient sur cet ingénieur taciturne de 37 ans. On l'a vu expérimenter à Issy-les-Moulineaux, cette libellule en bois et en papier, le Blériot 6, aux ailes en tandem. Il avait réussi à faire un bond de 60 mètres, le 10 août 1907. Le 17 septembre de cette même année, il avait franchi 184 mètres. Et en novembre, il s'écrase. C'est un drôle de champion, sur des béquilles, qui arrive le 21 juillet 1909 à Calais. Avec son mécano, il commence par monter son avion, exactement comme aujourd'hui, Jean Salis et son ami Marcel. Jean Salis, c'est ce grand garçon à droite de votre écran. Il consacre sa vie à la remise en état des avions les plus célèbres, qui forment l'escadrille du souvenir. Il remonte pour nous ce Blériot 11 dans la cour de la ferme Grignon, près de Calais, à l'endroit même où s'était installé Blériot. Il y a que là que c'est accroché, non? Et qui peut mieux nous parler de cette aventure que le fils de Blériot, Jean Blériot? Il a fait le pèlerinage dont il rêvait depuis son enfance. Oui, d'autant plus que ça me ramène sur les lieux de son principal exploit et ça me fait rencontrer des gens qui sont familiers aux membres de ma famille. M. Grignon était le cultivateur qui a bien voulu accepter à cette époque-là d'héberger ce fou de Blériot et son matériel. Mais comment ça se passait dans la famille? On le prenait pour un fou? Enfin, c'était... On ne se permettait pas de le prendre pour un fou. Il n'aurait pas permis lui-même. Non, au contraire. On pensait qu'il allait finir par réussir. Il n'avait pas eu de chance dans les débuts, puisqu'il a cassé un certain nombre d'avions. Mais connaissant son attitude à traiter, sa famille lui a fait confiance et lui a prêté de l'argent. Et comment ça se passe pour sa
pour sa femme, votre mère? Bien, ma mère avait commencé par donner 5 enfants à mon père tout de suite après leur mariage, en 1900. Et elle avait donc des charges de famille importantes. Elle a été pour mon père une excellente épouse durant toute sa vie, mais particulièrement à ce moment-là, car elle n'a jamais essayé de le détourner de sa vocation. Enfin, écoutez, il devait y avoir une atmosphère d'inquiétude quand même. Pour la vie, c'est normal. Mon père volait, je dirais pas tous les jours, mais presque, tout au moins pendant la belle saison. Au point de vue financier, l'inquiétude était permanente. Et je dois dire qu'au moment de la traversée de la Manche, il lui fallait un succès, parce que financièrement, la situation demandait un redressement rapide. Le moment décisif approche. Il ne reste plus qu'à fixer l'hélice sur le moteur Anzani 3 cylindres, 25 chevaux. Anzani, c'est le concurrent de Levavasseur. Pour lui aussi, cette partie qui va se jouer est essentielle. La traversée de la Manche, c'est aussi une lutte d'industriels. Le soir du samedi 24 juillet 1909, l'avion est prêt. Le Blériot 11, un avion en bois, en toile, en corde à piano. Il pèse à peine 200 kilos. Et il a l'air si frêle. Mais quel avion! Eh bien, il est extraordinaire parce qu'il est relativement simple et que c'est un monoplan. Hein. Et tous les avions qui étaient faits à cette époque étaient tous pour la plupart des biplans ou des canards, alors que celui-ci ressemble véritablement à un avion tel qu'on les voit encore aujourd'hui. En particulier, c'était un avion aussi qui avait des commandes. On pouvait facilement contrôler en vol cette machine. Il y avait une direction qui permettait d'aller à droite ou à gauche, qui était d'ailleurs très efficace placée à l'arrière. Il y avait un volet de profondeur qui permettait à l'avion de monter ou de descendre, hein, et de stabiliser l'appareil en vol horizontal. Ce qui me frappe, c'est l'austérité du tableau de bord. C'est quand même étonnant. Au point de vue tableau de bord, il n'y a rien. Les gens, à cette époque, pilotaient avec leurs fesses. Et ce qui comptait, c'était les sensations qu'on ressentait afin de contrôler la machine. Maintenant, encore fallait-il pouvoir la contrôler. Et la troisième commande, qui est le gauchissement, dont, si vous voulez, je vais vous montrer un petit peu l'efficacité. C'est le vrillage de l'aile. Tenez, vous voyez. Alors, pour incliner l'appareil à droite ou à gauche, il suffisait de pousser la cloche dans un sens ou dans l'autre. Là, par exemple, j'abaisse en vrillant l'aile, qui permet ensuite de sustenter davantage cette aile et de la faire monter pour le virer à gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des ailerons, mais à l'époque, c'était l'aile entière qui bougeait. C'était l'aile que l'on gauchissait, ça s'appelait faire un gauchissement. Vous voyez, voilà, avec un débattement relativement limite, mais qui est suffisant pour contrôler parfaitement la machine. Je vais vous montrer maintenant le train d'atterrissage, qui est lui aussi quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un train Blériot. C'est d'abord une suspension élastique d'une grande souplesse. D'ailleurs, on peut peut-être essayer de la faire actionner. Vous voyez, regardez. Il a intérêt à avoir un bon train d'atterrissage. Il ne sait pas sur quoi il va atterrir. Et il a intérêt à avoir un bon moteur. Il va voler pour la première fois au-dessus de la mer. C'est ce que doit penser Blériot lorsqu'il sort son monoplan à 3 h du matin, ce dimanche 25 juillet 1909. J'avoue, dira Blériot plus tard, que je n'étais nullement disposé à partir. Madame Blériot dira, je n'avais pas dormi de la nuit. J'espérais toujours qu'il ferait trop mauvais temps pour tenter la redoutable traversée. 3 h 50, tout est prêt. Voici le plan de vol de Blériot, écrit par sa main. Le départ est prévu à 4 h 35 du lieu dit les Baraques à 3 km de Calais. En mer, un contre-torpilleur, l'Escopette, attend pour suivre l'avion, le secourir en cas de besoin. Et ce sera la traversée. Blériot appréhende cette partie du vol au-dessus de l'eau. Après, la côte anglaise. Il essaiera avec ses 25 chevaux de franchir les falaises de Douvres et leurs turbulences. Voilà en gros ce qu'on va essayer de faire. Avec son Blériot 11 d'origine, Jean Salis s'apprête aujourd'hui à affronter le même inconnu que Blériot. Alors les contacts sont coupés pour l'instant. On voit qu'il faudrait tenir le starter en même temps. Contact. Contact.
Toujours. Toujours. 4h10. Le moteur tourne rond. Brave en zen. Blériot laisse monter la température. « 4h15. Blériot se penche pour vérifier le compte tour. 4h25. Le soleil paraît à l'horizon. Il faut décoller exactement à ce moment-là. C'est une des conditions imposées par le Daily Mail. Et Blériot s'en va. Et Jean Salis, lui aussi, tente le coup. À 4h25, les marins de vigie sur la falaise ont fait signe à l'escopette de partir. À bord du contre-torpilleur, Madame Blériot suit à la jumelle l'avion de son mari. La frayeur me prend, dit-elle. Je tremble de tous mes membres. Le capitaine a beau donner toute la vapeur, l'avion nous dépasse. Que va-t-il arriver, dit Madame Blériot en pleurant, s'il tombe à la mer? Personne ne sera là pour le secourir. L'angoisse me torture. Que va-t-il devenir, tout seul, entre ciel et mer? Blériot, lui, dit « Je vais tranquillement, sans aucune émotion, sans aucune impression réelle. » Le calme, troublé seulement par le ronflement du moteur, fut un charme dangereux dont je me rendis fort bien compte. Aussi, j'avais les yeux fixés sur le distributeur d'huile et le niveau de l'essence. Blériot est à mi-chemin. Il s'inquiète car il est seul. Ces 10 minutes me parurent longues, et vraiment je fus heureux d'apercevoir une ligne grise qui se détachait de la mer et qui grossissait à vue d'œil. Nul doute, c'était la côte anglaise. J'étais sauvé. 3 bateaux s'offrent à ma vue. Je lutte contre le vent. Soudain, j'aperçois un homme qui agite un drapeau tricolore. Ah, le brave garçon! C'est un journaliste parisien, Charles Fontaine. Il écrit « Je pleure comme un enfant. Suis-je fou? Est-ce un rêve fantastique? C'est une machine volante. Un homme est à bord. » Une joie folle s'empare de moi, dit Blériot. Je ne me dirige pas, je me précipite vers cette terre. Le journal de Londres, le Daily Express, titre aussitôt « L'Angleterre n'est plus une île ». Et le Morning Post, cela va modifier profondément les théories de la guerre et menacer nos moyens traditionnels de défense. Comme il y a 70 ans, c'est d'abord la douane qui vient accueillir Jean Salis. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup. C'est très gentil. Je suis très touché en même temps d'être très heureux. Tu sens, monsieur? Un beau moment pour Jean Salis. Il avait mis exactement le même temps que Blériot, 37 minutes, avec les mêmes risques. Et comme Blériot, il ne parle pas beaucoup l'anglais. Merci beaucoup. It's very difficult for me to speak in English, but I'm very happy. On lui présente monsieur Edward Grigsby, qui avait vu arriver Blériot en 1909. Ah, it's very good. Voici la photo. Je venais d'arriver. J'avais entendu le bruit de l'avion. Il n'y avait qu'une dizaine de personnes, pas plus. Il y a surtout Madame Blériot, qui vient de débarquer à Douvres et qui s'est précipitée. Je le regarde, dit-elle, je le regarde encore. C'est bien lui, c'est bien le même homme, toujours calme. Il ne se rend pas compte de ce qu'il vient de faire, ne se doute pas qu'il vient de passer à la postérité. En homme du Nord, Blériot ne manifeste guère ses sentiments. Il fait télégraphier aussitôt à son père « J'ai réussi à traverser, Louis. » C'est tout. L'avion, le cher avion,
est mis sous une tente au pied du château de Douvres et confié à la garde des policemen. Ensuite, et malgré que ce soit un dimanche, les Anglais organisent une série de grandes réceptions pour celui qu'ils appellent désormais « The Friendly Invader », l'envahisseur amical. Mais Blériot est attendu impatiemment en France. Il y est le lendemain. Et alors c'est la folie. Dans la foule des ministres, M. Barthou, M. Millerand, des personnalités, M. Santos-Dumont, le préfet, M. Lépine, proclame « Monsieur Blériot, vous êtes le roi de Paris ». Et 200 000 personnes se sont précipitées dans les rues pour acclamer le héros du jour, toujours suivi de Charles Fontaine et de son drapeau. L'avion est transporté en grande pompe au Conservatoire national des arts et métiers. Mais le plus important, c'est le chèque de 25 000 francs que le Daily Mail a remis à Blériot. Il vient à point pour sauver l'entreprise. Alors, la situation s'est tout à fait redressée. Mon père a reçu des commandes extrêmement nombreuses pour son Blériot 11. Il a mis en fabrication dans des usines nouvelles qu'il a fait construire à cette époque. Et bon, la situation financière s'est très rapidement assainie. Les commandes sont venues de tous les pays du monde, d'Amérique, de Russie, d'Amérique du Sud, partout. Combien d'avions de ce type ont été construits? Il est difficile de vous donner une réponse exacte parce que le type 11 a donné naissance à une série de dérivés, si vous voulez. Mais je pense qu'on peut dire qu'il a dû en être construit 5 ou 600. C'est le premier grand succès de l'industrie française, son grand départ. Pour les 10 années qui vont suivre, elle sera la première du monde. Et près d'une vingtaine de ces Blériot 11 volent encore aujourd'hui dans le monde, comme celui-ci, le 56e sorti d'usine, qui fait tous les samedis le bonheur des fêtes aériennes aux États-Unis. Je vais vous montrer quelque chose qui va, je pense, vous intéresser. C'est le brevet de pilote de mon père, qui a la caractéristique essentielle de porter le numéro 1. Et voilà, c'est comme ça qu'elle était née, l'aviation.